Chers amis internautes, je suis de plus en plus éclectique, décidément, vous avez probablement pu vous en rendre compte, je reçois aujourd'hui Serge Soudoplatov. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas la loi de Soudoplatov. Eh bien j'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un qui a écrit une loi, qui a inventé une loi, et à qui je puisse demander personnellement, alors c'est quoi la loi Soudoplatov, monsieur Soudoplatov? Ben, la loi de Soudoplatov, c'est la suivante. Quand on partage un bien matériel, il se divise. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. Oh, tu sais Serge, je te rappelle, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, Je t'ai reçu 15. sur mes... Mais qu'est-ce qui compte Oui, ici? peut-être même plus, que c'est vrai. Ouais, ouais. Et je t'ai reçu notamment, alors aussi à l'époque la plus intense de ton travail de création d'un parcours pédagogique au sein de l'éthique. Oui. Alors tu sais que moi je m'adresse beaucoup à une communauté de geeks, alors ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui, ça fait mieux d'un point de vue corporate, les creative technologistes. Oui. C'est-à-dire les geeks n'étant pas forcément des développeurs, mais ils savent ce qu'on peut faire de très créatif avec les technos. C'est assez typiquement ma cible, il faut dire. Sachant en plus que maintenant tu as de plus en plus de gens qui s'improvisent en la matière et qui deviennent des creative technologies. Donc forcément parler technologie avec toi c'est un cadeau. On va juste commencer par ces graines que tu as plantées il y a une dizaine d'années. C'est là, voilà. Des titres, oui, Qu'est-ce que ça devient? Quels sont les invariants? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qui se passe en France aussi sous l'impact des têtes pensantes comme toi qui ont quand même beaucoup investi de matière grise donc dans l'enseignement du numérique, des technologies. Quoi de neuf? Oh là là, ça c'est une... Ça c'est un gros sujet mince. Il commence rare le mec là. Hein. Bon. C'est-à-dire que là il nous faut une heure ou... Oui, c'est ça. Bon, tu vas devoir faire la synthèse. Voilà. En un mot, ça progresse, le numérique prend moins que ce qu'on espérerait, mais plus que ce qu'on imagine. Voilà. Mais ça dépend énormément des secteurs. Ouais. Comme je t'ai expliqué, j'ai commis la double erreur d'aller aux États-Unis où c'est très cher en Californie et de construire une start-up, mais c'est ma passion. Dans le domaine de la santé, dans le domaine d'Alzheimer même, et par exemple, le secteur de la santé est un des secteurs les plus en retard sur la transformation numérique. Quand on parle de la santé par rapport au retail, à la logistique, au commerce, etc. Le secteur en tant que tel, à l'échelle de notre civilisation occidentale, je veux dire, oui. En France. Non, France, États-Unis pareil, États-Unis pareil. Pour plein de raisons. Raisons qui sont liées au fait que c'est très réglementé, raisons qui sont liées aussi au fait que, tu vois, par exemple, je développe le concept d'avoir chacun un dual numérique, un double numérique. Bon, oui, ce que dans l'industrie on appelle le digital twin. Exactement. Mais moi je pense que nos enfants vont connaître ça pour eux-mêmes, un digital twin qui aura leur ADN, tous les événements de leur vie au travers de capteurs, la montre connectée qui mesurera le rythme cardiaque, etc., qui aura plein d'informations. Mais regarde déjà, tu donnes tout un tas de toi-même à Facebook, tu donnes ce que tu achètes, donc tu donnes qui tu es à Facebook ou les réseaux sociaux, tu donnes ce que tu achètes à Amazon ou à d'autres trucs. Si d'un seul coup on te dit mais je donne mon ADN, est-ce que vraiment c'est sérieux et raisonnable? Donc rien que ça, dès qu'on touche au corporel, à la santé, alors là la crainte du numérique qui est justifiée, devient encore plus puissante que dans d'autres domaines. Et pourtant, tu fais partie des promoteurs de ces technologies très avancées, consistant à dire, bon, enfin, toi, ta philosophie, c'est que tu ne veux pas arrêter le progrès, tu veux qu'on avance, mais alors, quelles sont les clauses, on va dire, éthiques, déontologiques, plutôt, et de sécurité, que tu proposes pour rassurer le commun des mortels qui, entendant dire qu'un jour, son génome se trouvera dans le cloud, peut fort légitimement être en train de flipper? Il parle d'éthique déjà. Bon, non, il a raison. Non, c'est un truc, c'est très difficile et puis j'ai pas de solution toute faite. Quand tu regardes finalement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi le concept fondamental aujourd'hui qui soutient le numérique, c'est le concept de confiance. À qui je fais confiance, tu vois? Donc, est-ce que je fais confiance aux GAFA? Non, pas en ce moment. Est-ce que je fais confiance aux marques? Non, pas en ce moment. Et puis sachant que c'est les GAFA qui risquent de s'emparer de ça, soit dit en passant. Ah bah oui, ils commencent même. Est-ce que je fais confiance au gouvernement? Eh bien non. Même en France, qui est un des pays au monde où la confiance dans le gouvernement est le plus élevée par rapport à d'autres pays, cette confiance s'érode. C'était montré par les enquêtes du Cevipof. Et en fait, aujourd'hui, la confiance, c'est ma famille et mes potes. Donc, il y a une espèce de décalage énorme aujourd'hui entre des gens qui disent, ben voilà, je vais mettre votre génome chez moi, et l'idée que finalement, c'est dans le collaboratif, dans le communautaire, que la confiance s'installe. J'ouvre une parenthèse. Alors, le collaboratif, le communautaire, tu vas nous amener, toi, enfin, je connais un peu ton champ sémantique, tu vas nous amener petit à petit sur la blockchain, on est d'accord? Bah exactement, enfin, c'est ce que j'allais dire. Parce que la blockchain, c'est un algorithme,
faut pas l'oublier, hein, c'est un algorithme très technique. Alors les gens confondent blockchain, bitcoin, disent Oui. plein de choses fausses parce que il faut quand même ouvrir le capot. Hein, et regardez, moi la chance que j'ai, c'est que je suis matheux d'origine, donc la blockchain ça me fait pas peur. Oula, bon, on Mais fera une vidéo explicative oui, de la part d'un matheux. mais sur des moments. j'ai écrit une note Fondapol aussi là-dessus avec Yves Tout à fait, Cazot, ça. hein, qui est aussi matheux que moi. Et si tu veux, la blockchain, c'est un algorithme qui distribue la confiance. C'est-à-dire qui fait en sorte que tu n'as plus besoin d'une autorité suprême, ultime, qui dit c'est comme ça. L'algorithme distribue la confiance et permet même de détecter les tricheurs. Mais ça suffit pas. Des technologies fabuleuses, il y en a plein. Hein. Mais quand cette technologie rencontre un problème sociétal, là, ça devient explosif. Et le problème sociétal, c'est la crise de confiance dans les institutions. C'est pas pour rien que le Bitcoin est né juste après l'affaire des subprimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, technologie extraordinaire qui rencontre un problème sociétal. Bon, toi qui sais tout, là, c'est qui le fondateur Comment? de Bitcoin? C'est moi. Je savais bien qu'un jour j'arriverais à inviter la bonne personne. Mais, non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un type récemment. Pour les gens qui n'ont pas vraiment cette culture-là, il faut savoir que le fondateur de Bitcoin est un gars dont on sait qu'il est probablement très riche, mais on ne sait toujours pas qui c'est. C'est peut-être même un collectif. Hein. Tu sais, il y était un précédent, hein, c'est Bourbaki. Les mathématiciens comme moi je lisais Bourbaki quand j'étais en terminale. Et Bourbaki, c'était le grand mathématicien qui a fait une encyclopédie de mathématiques, et personne ne savait qui était Bourbaki. Et un jour, grand colloque de mathématiciens, et on annonce Bourbaki. Et en fait, Bourbaki, c'était un collectif de mecs. Hein. T'avais Cartan, t'avais Dieudonné, enfin, je me souviens plus. Et en fait, ils avaient été payés un clodo pour monter sur scène. Et le clodo était à moitié vu. Ils ont dit, mais c'est lui Bourbaki. Puis un jour, on a su que c'était un collectif. Incroyable. Donc si ça se trouve, peut-être que l'inventeur de la blockchain, Oui, c'est un collectif. Mais il y en a un qui vient d'essayer de Les prendre le options sont rôle. permises. Il y a 15 jours, il y a un type qui a dit, ben voilà, c'est moi, je suis pakistanais, etc. Et le mec, il est un peu débile, quoi. Mais il explique qu'il n'est pas riche parce que il a paumé la clé de cryptage de son porte-monnaie. Attends, l'inventeur de la blockchain qui a paumé la clé de cryptage de son porte-monnaie. Mais il y a un gars comme ça d'ailleurs, hein, qui a perdu la clé de cryptage de son porte-monnaie, mais la valeur de son portefeuille est de l'ordre de 90 millions de dollars. Ouais. Et en fait, il est en train en ce moment de financer des recherches colossales dans une décharge publique. Oui, ben voilà, oui. Pour retrouver le disque dur qui a été jeté par erreur. Mais il y a aussi l'histoire inverse. C'était un Suédois qui a failli jeter son disque dur, puis il s'est dit, je vais quand même vérifier. Le mec, il avait $1 million de Bitcoin sur son disque dur, qu'il avait oublié, quoi. Voilà. Oublié. Je fais partie des couillons qui n'ont pas investi au début. T'as investi toi ou pas? Comment? Non. J'étais à un clic, et puis je me souviens, et puis ma femme de l'époque est venue me voir, elle m'a dit, tiens, on passe à table. Et... bon, je me... Mais, il y a de grandes innovations, et bon, en tout cas, certains usages qui tiennent à très peu de choses. Hein. Je connais, tu sais, contrairement, c'est facile de dire après, j'aurais dû, etc. Mais regarde aujourd'hui la quantité d'innovation qu'il y a. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même parfois une petite part de hasard, hein, pour savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, quoi. Alors, les investisseurs m'expliquaient dans la Silicon Valley quand j'étais en 2000, hein, simple, sur 10 projets, il y en a 1 ou 2 qui vont trapser, il y en a 4 ou 5 qui vont faire quelques dizaines de pourcents, et puis le reste qui ne va pas marcher, quoi. Mais donc, bon, j'ai un message à envoyer à nos amis internautes qui ne connaîtraient pas encore. Les gars, tapez Serge Doplatov sur YouTube, regardez ses quelques conférences, il est top. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation mondaine, décontractée, comme ça. Vous pouvez taper Serge Doplatov, mais pas taper sur moi. Hein. Ouais, bon. Et alors, il est comme moi, il aime les jeux de mots pourris. Hein. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Bon. Mais donc traduire ça en anglais. Je tiens quand même à dire un truc. Juste un truc. Tu vois, vivant aux États-Unis, je ne peux pas dire à une femme, ma copine en l'occurrence qui est australienne, je ne peux pas dire ce soir j'enlève ta robe et j'espère que tu ne te déroberas pas. Tonight I take your dress off and I hope you won't dérobe. Ça marche plus du tout. J'en ai peut-être une meilleure, encore plus poétique même pour toi. C'est je t'enlacerai sans jamais m'enlacer. Ah, ben oui, bien sûr. Ben oui. Joli. Attends, et puis aussi... C'est partie des choses qui font que tu vas rentrer en France, comme moi un jour. Je suis resté 10 ans aux US, j'en pouvais plus de ne pas pratiquer notre langue magnifique. Voilà, ou tu sais, j'avais fait en 96, j'avais cofondé avec Jean-Pierre Cornu un séminaire sur l'innovation, le séminaire Galilée, le club Galilée, qui était fantastique. Je me rappelle une formule très originale, tu vois, que personne n'a reproduite, tu vois. Et je me souviens un jour, le thème, c'était le temps. Avec d'un côté le temps... projet, tu vois, hein, donc c'était le mec qui était responsable de toute l'informatisation des Jeux Olympiques de Pékin,
Donc il fallait que le 8 août 2008 à 8 heures, il fallait que tout marche, quoi. Et l'autre côté, c'était le temps justement des trains, c'était la SNCF, tous les jours, il faut que les trains partent, tu vois. Et je me souviens de mon copain Philippe Renard, qui était le directeur d'innovation de la SNCF, qui arrive en disant: le temps des gares, le temps des trains, le temps mes gares, le temps mes trains. Ouh. Voilà. Et en plus, tu l'as mémorisé, hein. Ah bah oui, oui. Ce qui est pas rien. Ouais. C'est que ça a dû te faire un choc. Bon, on était. Alors moi, excuse-moi, on revient sur non, mais j'aimerais bien passer des heures avec toi à discuter. Il m'a dit qu'il fallait pas que je touche le micro, et c'est lui qui vient de planter le sien. Exactement. Mes beaux micros cinéma dont j'étais fier, mais qu'il ne faut pas mettre trop près d'un intervenant maladroit que je suis. Alors, on va revenir sur la technologie. J'étais en train de dire à nos amis internautes qu'il faut absolument qu'ils aillent écouter certaines de tes confs. Il y en a certaines. J'ai remarqué, si tu veux, qu'il y a un fil conducteur dans ta pensée, c'est que tu ériges tout pressentiment en une quête qui fait l'objet d'une recherche, et puis après, tu appliques ce que j'appelle une pensée systémique. À tel point d'ailleurs que tu as une conférence qui parle de Internet comme système, l'approche systémique d'Internet. Tu emploies d'ailleurs de très jolis mots, dont certains que j'aime beaucoup, comme l'entropie. Et c'est marrant, je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi sur ta définition d'entropie, d'ailleurs, mais c'est un détail. Ah bon ouais. C'est quoi ta définition d'entropie? Et moi, entropie, c'est ma chambre, par exemple. Si j'y touche pas au bout d'un moment, l'ordre... Non, mais je veux Ouais, dire par là raison, que... c'est la mesure de la quantité Voilà, d'ordre, des ordres. voilà. Ouais. Mais moi, tu vois, je l'associais à cette logique, si tu veux, inexorable, d'expansion de l'univers et donc du bordel. C'est-à-dire l'inverse de la dynamique qui nous recentre. Ah oui, mais attends, ça c'est autre chose. Hein. Pourquoi est-ce que l'entropie d'un monde fermé ne peut aller qu'augmenter? Pourquoi l'univers crée des formes? Mais ça, c'est parce que l'expansion. C'est comme si tu remplissais une baignoire dans les murs. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, l'entropie. Ah non, l'entropie. J'utilisais ce concept appliqué à la technologie, c'est-à-dire et aussi aux usages, et notamment même au maintien d'une communauté. Tu vois, c'est les énergies qui se diluent. Tu as l'entropie au sens thermodynamique, donc c'est la chaleur, c'est la quantité d'ordre et de désordre. Ouais. Tu as l'entropie au sens informationnel, ça c'est Shannon. Et celui qui a fait le lien entre les deux, c'est Brioulin. C'est un physicien qu'on a oublié, qui vivait à Sèvres, qui est parti s'exiler aux États-Unis, qui a écrit plein de choses. Pour notre nom, c'est Wikipédia, c'est ça? Voilà, c'est ça, Brioulin. Et si tu veux, c'est lui qui a fait le lien. C'est lui, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler du paradoxe du démon de Maxwell. Donc, paradoxe du démon de Maxwell, c'est tu as deux bonbonnes de gaz et tu as un tuyau qui les relie, donc la pression s'équilibre, ça c'est normal. Bon. Puis imagine que tu es un petit diable. Puis le petit diable, dès qu'il voit une molécule qui ouvre de la gauche, il a un petit coup près, il lève le coup près pour que la molécule va à droite. Mais dès qu'il voit une molécule qui vient à la droite, cloc, il ferme le coup près. T'imagines qu'il n'y a pas de frottement, bilan énergétique nul, pourtant au bout d'un moment, tu as plus de molécules dans l'autre, donc tu as fait la pression. Exact. Donc, où est le paradoxe? Eh bien, le paradoxe, ça c'est dû à Brioulin, c'est que le diable a besoin d'acquérir une information, à savoir la molécule vient-elle de la gauche ou de la droite, et pour ça, il faut qu'il l'éclaire, donc il a besoin d'énergie. Et donc, le bilan énergétique n'est pas nul, parce que le diable doit acquérir une information en utilisant de l'énergie. Et oui, on est obligé en plus d'avoir un impact sur ce que l'on observe, et c'est aussi ça que... Oui, alors ça, après, non, ne m'amène pas dans la mécanique quantique. Il y a tellement de... Le quantique des quantiques, aujourd'hui, ça devient le nombre de gens qui font du quantique sans comprendre que c'est hyper mathématique. Mais bon, bref. Chers amis internautes, il a fait Polytechnique, il aime les maths, et il a toujours... C'était il y a longtemps, Polytechnique. Voilà, mais bon, tu es resté quand même très pointu. Donc, alors, est-ce que tu te caractérises comme un chercheur, ou en ce moment, plutôt comme un start-upper, d'ailleurs? Ah mais non, en ce moment, moi j'ai choisi de créer une start-up. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je suis avec une femme CEO, moi je suis le cofondeur CTO, et moi, toute ma vie, on m'a qualifié du farfelu qui pense, etc. Et puis alors là, c'est une femme, c'est une ancienne comédienne, donc hyper créative, tu vois, et c'est moi au contraire qui dit, bon maintenant, je vais prendre 2 de tes 10 000 idées de la matinée et on va essayer de les mettre en ordre. Parle-nous de ta start-up, justement. Et pourquoi tu as fait le choix de Mentia, justement? Alors, ça, écoute, ouais, c'est notre bébé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. L'idée, c'est la suivante. Je rencontre donc, qui allait devenir ma cofondatrice, autour de Second Life. Ouais. Autour de... j'ai suivi. Hein. Ouais, exactement. C'était autour de Second Life. Pas dans Second Life, mais autour de Second Life. Elle, grande comédienne, son intérêt c'est le narratif, tu vois, et tout, puis elle est journaliste, puis des études, et elle s'intéresse aux réseaux sociaux, et elle s'intéresse au monde virtuel. Et elle constate que dans les mondes virtuels, des gens qui ont des handicaps physiques, tu vois, qui sont dans des chaises roulantes et tout, s'éclataient dans Second Life au travers leurs avatars, ils faisaient des avatars qui avaient des muscles, des gros zizi, des machins, etc. Et elle s'est dit, on en parlait d'ailleurs, elle s'est dit, mais de tous les handicaps, il y en a un auquel peu de gens s'intéressent, c'est Alzheimer.
Donc, est-ce qu'un monde virtuel peut aider des gens atteints d'Alzheimer? Et alors là, un truc, tu vois, beaucoup de gens associent Alzheimer à perte de mémoire. C'est pas du tout ça, c'est dramatique. Quand tu as Alzheimer, tu es dans une prison cognitive. C'est-à-dire que tu n'as plus les moyens d'exprimer qui tu es. Mais tu sais qui tu es, mais sauf que tous les neurones qui te permettent de le dire, etc., sont cramés. Et donc, c'est terrible. C'est vraiment l'expression, hein, d'ailleurs, une prison cognitive. Et donc, l'idée, c'est un monde virtuel peut-il aider les gens atteints d'Alzheimer à retrouver le sens d'eux-mêmes, à exprimer qui ils sont. Et ça marche. Donc, elle a fait un monde virtuel basé sur Unity, sur tablette, Unity 3D, avec 3 pièces, un jardin, une salle à manger, une chambre à coucher, et qu'elle a co-designé avec des gens atteints d'Alzheimer. Et Alzheimer, plutôt les stades avancés, tu vois. Donc elle s'est assise à côté d'eux, elle leur montrait des apps. Voilà. Elle voyait sur quoi ils tapaient, elle voyait... Alors par exemple, pas question de swipe, tu vois, enfin de glisser, c'était juste taper. Sauf que dans la version actuelle, on a mis un chat, et c'est le seul endroit où les gens ont envie de caresser le chat. Mais à part ça, c'est taper. Elle a vu les apps qui leur plaisaient pas, les apps qui leur plaisaient. Il y a un compagnon virtuel à l'intérieur, Julie, tu vois, qui est là à la fois. De temps en temps, Julie aide, mais de temps en temps, Julie demande de l'aide. Tu vois, Julie dit j'ai froid. Ah tiens, il y a une cheminée, donc l'accompagnant dit alors, la personne atteinte d'Alzheimer tape sur la cheminée s'allume. Est-ce que ça a un impact aussi sur les progrès de Alors non. L'idée, la maladie, tu ne guériras jamais. L'impact, c'est que d'un seul coup, les gens expriment de nouveau qui ils sont. Ils se remettent à parler. Tu vois, on a eu un cas de figure, Georges. Georges, c'était un product manager, un chef de produit. Et Georges s'était réfugié dans le silence parce qu'il ne trouvait plus ses mots, c'était trop compliqué. Tu vois, donc quand on allait le voir, etc. Bon. Et Georges commence à taper sur le prototype à l'époque, tu vois. Et d'un seul coup, il se tourne vers ma cofondatrice et lui dit, en anglais, c'était à Melbourne, il lui dit combien vous allez le vendre. Alors là, c'est surpris, $20, il dit non, c'est pas assez. Et puis il tape encore, et puis d'un seul coup, il dit qu'un grand sourire. Et tout ça étant signifié par le truchement de la tablette. Oui, bien sûr, oui. Et il dit, je pense qu'il y a encore 6 mois de développement là-dedans. Et donc Georges retrouve son métier, pourquoi. Et son allant et son inspiration. Voilà, parce que cette application, en fait, c'est l'idée, tu sais, quand j'ai écrit ma note sur l'intelligence artificielle, je voulais dire qu'est-ce que c'est que l'IA en une phrase. Et la phrase est la suivante: quand le web est arrivé, l'information est devenue disponible partout et à bas coût. Puis avec le web 2, la connaissance est devenue disponible partout et à bas coût. Et avec l'IA, maintenant, c'est l'expertise qui devient disponible partout et à bas coût. Et donc, que fait notre app? Elle prend des expertises, elle prend des stimuli, elle prend des activités de tous les jours qu'on offre au travers d'une tablette. Par exemple, c'est l'université de Stirling en Écosse qui, il y a, je crois, une quinzaine d'années, a montré ce qu'on appelle la reminiscence therapy, thérapie par la réminiscence. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que les femmes atteintes d'Alzheimer étaient vers 15 heures très, très agitées. Et en fait, ils se sont aperçus que 15 heures, c'était l'heure à laquelle elles allaient chercher les gamins à l'école quand elles étaient mères. Et donc, ils les mettaient dans des bus, et les bus juste se promenaient en ville vers 15 heures, et ça les calmait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a mis un album photo dans le monde virtuel, tout ça c'est cloud-based, bien sûr, basé sur le cloud. La famille peut mettre des photos dans le cloud, et quand on commence une session, ces photos se retrouvent dans le livre, donc tu cliques sur le livre s'ouvre, on passe les photos, tu cliques sur une photo, elle va sur le mur, donc tu décores ta pièce avec les photos, etc. Tu vois. Et donc, la pet thérapie, on sait très bien que les animaux, voilà, tu as un chat ou bientôt un chien, tu tapes sur le chat miaule, etc. Tu as des oiseaux, tu tapes sur les oiseaux s'envolent. Donc, c'est des activités simples, mais tu tapes sur le pot de fleurs et les fleurs poussent. Dans la vraie vie, tu peux plus dire j'aimais les fleurs, et là, ce qui se passe, c'est que les gens disent j'avais un jardin. Tu vois, c'est un environnement calme, les souvenirs remontent, et le seul fait de taper. La musique, on sait que c'est important. Il y a un électrophone, mais oui, alors on peut dire, tu sais, il y a des gens, ils amènent un iPod et puis ils te mettent la musique sur les oreilles des gens atteints d'Alzheimer. Mais là, ça change le rapport à la... Mais là, c'est que la personne tape. Voilà. Je tape sur l'électrophone. Ah, il y a les disques que j'aime. Je tape sur le disque. L'aiguille bouge. Tu vois le disque noir qui tourne et la musique arrive. Donc, du coup, il y a en fait, toute l'idée aussi derrière, c'est la théorie d'engagement. Et j'imagine que tu travailles avec des médecins sur ce... Alors, on va travailler avec des médecins. Non, en fait, on a, c'est tout sa thèse, elle a pris tout ce qu'elle trouvait de stimuli dans la littérature et de thérapie,
Et l'idée, c'est de les mettre à l'intérieur. Et donc ça marche. Enfin, toutes les études montrent que ça marche, quoi. Mais les médecins, pas encore. On va le faire, hein. Et si tu veux, il y a encore plein de stimuli. Je vais donner un exemple. On nous a demandé, pour l'instant il y a 3 pièces, hein, on nous a demandé une salle de bain. Parce que les gens, les accompagnants ont beaucoup de problèmes avec les gens atteints d'Alzheimer qui, quelque part, ont du mal même à se brosser les dents, tu vois, c'est dur. Bon. Eh ben voilà, on va mettre une salle de bain, et puis on va nettoyer Julie, et puis il y a une thérapie, il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Tipa Snow, qui a vraiment qui a beaucoup créé de thérapie, justement, pour aider les gens atteints d'Alzheimer et ça. Ben nous, ce qu'on va faire, on va faire la version digitale de Tipa Snow. Voilà. Donc voilà ma start-up. C'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. C'est pas facile, hein, parce que on touche à des choses très très sensibles. Mais voilà. Ce qui nous sert donc de transition idéale, ton sujet de start-up, Serge, pour parler de cette fameuse note qui a fait déjà le tour du monde, hein, que tu as publiée via Fondapol, que tel un... Le tour du monde francophone, soyons honnêtes. Et que tel un fan fébrile, j'ai téléchargé sur le site de Fondapol. Non, je ne l'ai pas téléchargé d'ailleurs. Tu l'as payé. Ah oui. Voilà, bon. Alors, la connaissance se diffuse grâce à des organismes comme Fondapol. Hein, je tiens au passage, je répète Fondapol, 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 mes amis internautes, parce que ceux qui me Ils connaissent, font des très belles notes, hein, mais surtout, dans non, mais tous surtout, les voilà, sujets. voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, parce que je dis ça pour mes amis internautes, parce que moi, j'interagis avec des gens de mon écosystème, ils connaissent pas forcément Fondapol, et je trouve que c'est magnifique. Puis tu fais partie vraiment des super fidèles. Ah oui, moi Donc, j'adore. Fondapol, Fondation pour Jean-Dominique l'innovation Rémy. politique. Ouais, c'est ça. Et puis, Mais subventionné par aucun parti. Attends, je dis parce que Ouais. après, on croit qu'on parle politique. C'est pas politique au sens, c'est surtout pas politique à couillard. Non, non. Voilà, pour C'est employer un mot qui libéral, vient- c'est libéral et européen. Voilà, libéral européen. Voilà. Et progressiste aussi. En Oui. sachant que maintenant, progressiste, c'est assez chargé de chance. Enfin, Oui, même libéral, hein, Ouais, tu sais. oui. Mais progressiste surtout. Tu sais, j'ouvre une parenthèse. Non, non, mais reste sur ce progressiste. Pardon. Oui, mais Progressiste, c'est un peu entaché maintenant de. C'est presque péjoratif, tu trouves pas? Oui, mais attends. Progressiste. Alors, si tu me branches Ça faisait là-dessus, classe il y a 10 ans. ce qu'on vit aujourd'hui s'appelle l'oclocratie. Ou en tout Ouais. cas, on est au bord de l'oclocratie. C'est-à-dire, c'est le pouvoir. La quoi, pardon? L'oclocratie. L'oclocratie. O-C-H-L-O-C-R-A-T-I-E. Hein. Oclos, c'est le pouvoir de la foule, si tu veux. Alors, C'est- attends, je connaissais l'holocratie, je ne connaissais pas Non, non, l'holocratie. l'oclocratie, Merci, ça a tu été m'as appris un inventé mot. il y a 2500 ans à peu près. Hein, Excellent. c'est un terme grec. Ouais. C'est en fait la dégénérescence de la démocratie. C'est un cycle. Hein. C'est-à-dire que la démocratie arrive finalement non pas au pouvoir du peuple, mais au pouvoir de la foule. Oui. Hein, le lynchage est une forme d'oclocratie. Et aujourd'hui, l'oclocratie, les Grecs disaient, tu as des formes positives de gouvernance et des formes négatives. Et les formes négatives de gouvernance, c'est quand c'est le pouvoir d'une sous-partie qui l'emporte sur le pouvoir de l'ensemble. Hein, les lobbies industriels, la foule, etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'oclocratie. Regarde Boris Johnson, regarde Trump, regarde Ouais. le Brésil, etc. C'est le pouvoir de la Donc foule. le progressisme dans tout ça. Ben, justement, la foule n'aime pas le progrès. Oui. Parce que la foule en a peur, si tu veux. Et moi, je comprends. La robotique, par exemple, on dit plein de bêtises sur la robotique, sur les voitures autonomes. On dit ça va remplacer les chauffeurs. Non, même Le Saune avait dit ça fait des déplacements de compétences. Ça, c'est sûr. Hein. L'IA, par exemple, ben, puisqu'on en parle, aujourd'hui, les gens s'imaginent l'IA va tout résoudre, etc. Mais l'IA, c'est pas du tout tiens, ben, je prends un réseau de neurones et puis je le fais tourner, c'est génial, j'ai un résultat. Il y a énormément de compétences sur savoir comment faire le design du réseau Alors de là, c'est neurones. intéressant. Tu es en train de dire que le progressisme, c'est pas juste cette aspiration au progrès, mais c'est surtout la bonne façon de l'accompagner. Mais alors, d'une C'est part, la gouvernance oui, du progrès. mais c'est quoi le progrès? Le progrès, c'est quand les enfants engueulent les parents. Tu sais, c'est la différence entre la science et la technologie. Hein. La science, c'est ce que les Voilà enfants une apprennent aux définition du parents. progressisme que je comprends, Serge. Donc, et pour moi, le progrès, c'est quoi? C'est que le monde change, la Oui. technologie change. Tu sais, dans le social, on boucle. Hein, il y a des moments où on construit des murs, des moments où on construit des ponts. Voilà, on est plutôt dans les murs, après on viendra au pont. Bon. Mais les méthodes de vente ont très peu changé depuis 3000 ans, hein, depuis 5000 ans. En revanche, la science et la technologie construisent des corpus de connaissances qui s'appuient les uns sur les autres. Et donc, c'est un jeu constant d'aller-retour entre
la techno permet de faire plus. Et aujourd'hui, on est dans une renaissance numérique. Renaissance, parce que comme à la Renaissance, la science et la technologie sont en avance, et ça fait peur aux gens. Et donc le populisme se base là-dessus, tu vois. C'est Trump qui, au lieu de dire on va aller dans le numérique, dit Amazon, c'est des sales types, et puis disent, moi je vais réouvrir les mines. C'est totalement débile. Voilà. Mais c'est populiste. Tu sais pourquoi j'ai tenu à faire cette parenthèse sur le progressisme? Parce que c'est très entaché maintenant dans le discours politique. D'accord. Vous n'êtes pas des récupérateurs d'un terme qui serait en ce moment en tendance, comme c'est le cas dans certains partis. Donc j'ai pas envie évidemment de m'étaler sur la politique, mais je tenais vraiment à dire pour les amis internautes qui ne connaissent pas Fondapol, que c'est vraiment un espace de, j'ai envie de dire, de légitimité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle, où il y a des chercheurs qui plus est, je trouve, qui travaillent de manière sacerdotale, quoi, comme toi, qui font vraiment le don de belles idées, avec un effort de formalisation qui est énorme. Donc tu vois, tu peux pas le dire toi, je fais la pub pour toi. Pour Fondapol, hein, et bien sûr pour Fondapol. Et ils ont le courage de publier même des choses qui parfois sont un peu contraires aux opinions actuelles, quoi. Et ça, c'est important, mais des choses dans lesquelles ils croient, quoi. D'ailleurs, c'est le moins qu'on attend d'eux, c'est de transcender les effets de mode, les effets de tendance. Donc vraiment, allez-y les gars, Fondapol, très intéressant. Et surtout, alors c'est là aussi que je reboucle un petit peu avec mon écosystème et mon environnement, il ne faut pas trop se détacher des enjeux sociétaux, notamment en ce moment, y compris réflexion sur la démocratie, l'évolution de notre système, qui avec le temps, s'érode, et puis comme tu dis, c'est un cycle, donc les ponts vont peut-être remplacer les murs bientôt, etc. Mais on ne peut pas s'en départir. Alors ce qui nous amène d'ailleurs à cette réflexion de toi, de la part d'un homme qui est dans la cité, au sens philosophique du terme, engagé, autour de réflexions qui touchent à l'avenir de ses semblables. Et donc tu t'intéresses donc à la santé, et l'évolution de la santé, grâce évidemment aux technologies numériques. Et puis tu lèves un certain nombre de préjugés autour de la santé. Alors tu nous parles de la façon dont la France a un peu pris les pieds dans le tapis au moment de lancer un certain nombre de grands chantiers. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus, nous dire où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut attendre de la e-santé, ou tu en parles dans ta note de la M-santé, parce que c'est de plus en plus mobile maintenant. Alors voilà, un petit résumé du passé, où on en est aujourd'hui, et où est-ce qu'il y a un petit exercice de prospective en synthèse. Je sais, c'est dur. Hein. D'accord. Histoire de nous acclimater. Je vais essayer de ne pas mourir d'une crise cardiaque. Et tu vas essayer, voilà. Rassurez-vous. Alors d'abord, le numérique, c'est très innovant parce que c'est une technologie qui rencontre un problème. Alors qu'est-ce que c'est que le problème? Eh bien, dans beaucoup d'endroits dans le monde, les systèmes de santé sont cassés. Alors la France, pour commencer, je vais dire quelque chose de politiquement pas correct, on refuse de se poser la question du coût de la santé. La santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, comme elle a un coût, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas consommer de la santé de manière... Attends, t'as pas aussi bien rendu l'idée de ta propre plume, là. C'est encore plus drôle, je trouve, dans ta note. Tu dis, parce que les gens disent que la santé n'a pas de prix, ils ont perdu de vue le coût. Ils ont perdu de vue le coût, exact. J'ai beaucoup aimé l'ironie qu'il y avait là-dedans, et bon, voilà, oui, je te fais justice, parce que... Non, mais d'autant que c'est très juste. On ne prend absolument pas conscience, d'ailleurs, dans le même... C'est juste pour prouver que j'ai lu. Hein. Dans le même paragraphe, tu expliques ce que ça coûte. Tu donnes un certain nombre d'exemples d'interventions chirurgicales, même très simples, et tu expliques que ça coûte des dizaines de milliers d'euros et que les gens ne le savent pas. Aux États-Unis, une péridurale qui se passe bien, c'est 13 000 $. Non, 18 000. 18 000, c'est vrai, tu as raison. Ça dépend des États. C'est normal, j'ai lu la note plus récemment que tu ne l'as écrit. Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Frogs in Foggyland. Ah oui. Donc c'est tous les Français. Je vois un jour un mec, au secours, je me suis cassé la jambe, je suis à l'hôpital Zuckerberg à San Francisco, 30 000 $, mon assurance me rembourse 10 000, je fais quoi? Bon. Et puis en plus, aux États-Unis, c'est d'une complexité, parce que les hôpitaux appartiennent à des compagnies d'assurance. Donc si tu es assuré chez Blue Cross, tu ne peux aller que dans les hôpitaux de Blue Cross. Wow. Et tu ne peux voir que les médecins de Blue Cross. Il vaut mieux faire sa crise cardiaque bien géolocalisée, si je puis dire. Oui, exactement, quoi. Tu vois, alors, l'urgence, non, mais après... Et donc, c'est un système très compliqué. Mais surtout, si tu veux, l'équation aux États-Unis, c'est que la moyenne des dépenses par habitant en santé est le double de la moyenne de l'OCDE. L'espérance de vie est 15% plus faible.
Donc, si tu veux, c'est même pas que les Américains dépensent plus, mais qu'ils vivent mieux. Ils dépensent plus. Alors, pourquoi ils dépensent plus? La combinaison d'un certain nombre de choses. Système très désorganisé. Souvent, tu vois 7 médecins autour du même truc. Tu vois, donc ça, c'est vraiment pas terrible. Deuxièmement, coût élevé de la technologie. Pas techno-numérique, mais il faut toujours avoir le scanner dernier cri, etc. Tu vois, Ouais. parce que si tu l'as pas, non. Troisièmement, le coût élevé des assurances. Hein. Un médecin, une consultation privée à San Francisco, c'est $300, mais le médecin, il touche pas $300. Il paye son assurance. Quatrièmement, surtout les maladies chroniques. Et la maladie chronique en premier, ben, l'obésité. Un Américain sur deux est obèse. Hein, Oui, comme tu le rappelles dans la note, on meurt aujourd'hui beaucoup plus d'obésité que de famine. Ah Ce qui oui, est quand alors même, dans le monde, on meurt plus de voilà. trop manger que de pas assez manger. Oui. Ça, mais ça, c'est dans le dernier livre, c'est Il le faut le deuxième rappeler. livre de Hariri aussi, hein, celui qui était Homo Deus. Tu vois, il Mhm. rappelle aussi. Exact. Et ça, c'est quand même un truc, tu vois, on move. Et d'ailleurs, il dit bien, les famines dans le monde sont des famines politiques. C'est plus du tout des famines liées au Ça. fait que le sol ne Oui. produit pas assez à l'agriculture, quoi. Bon. Mhm. Donc, d'un côté, un système de santé dont on dit qu'il est parfait, sauf qu'il coûte tellement cher qu'il devient épuisant et que ben, je dirais, les Ouais. gens, les infirmières, les médecins commencent à avoir des cernes sous les yeux, si tu veux, Ouais. parce que le nombre de gens qui arrivent en disant je suis pas malade, mais c'est pas grave, comme c'est gratuit, j'y vais, quoi. Mais non, c'est pas Ouais. gratuit, mais voilà. Bon. Ouais. Et puis d'un autre côté, un système à l'inverse qui appartient au privé et qui, comme tout ce qui est aux États-Unis, est fait pour faire du business avant de remplir une fonction. Donc, tu veux, tu as deux extrêmes, et puis Voilà. bon, tu as des pays qui sont entre les deux. Mais bref, alors que peut le numérique apporter à ça? Non, non, avant ça, il y a une étape que tu rappelles bien dans la note. Je trouve ce sujet est passionnant, je ne savais même pas et j'avais honte en te lisant. Hmm. Comment ça s'appelle Mince, j'ai sur le bout de la langue. Dans la note, tu en parles, c'est le projet de, de ne pas payer les prestations médicales Ah oui, euh, non, ah oui, si elles ont un impact négatif, oui, alors ça c'est aux ce qui est États, une révolution. ça c'est aux États-Unis. Oui, mais Ils ça sont peut en train arriver en France. effectivement de travailler. En France, ça va être dur à faire avaler aux gens, hein, parce que Et mais ça a grosso été modo, évoqué. Ça a été grosso modo, évoqué. on passe à un système basé sur le résultat. Oui. C'est-à-dire en Et fait que les remboursements, enfin, c'est si ça marche, quoi. enfin. Et si ça marche pas, ben ça. Mais tu sais, ça me fait penser à l'acupuncture Et qu'est-ce que chinoise. tu en Hein. penses, toi, vraiment, de ça? Ah, moi, je pense que. De toute façon, tu sais, j'ai toujours été pour l'open data, j'ai Oui. toujours été pour l'ouverture. Je pense qu'il faut se poser la question de l'efficacité du système. Je veux dire, le Et surtout, on drame. peut se permettre, puisque grâce au numérique, alors tu vas encore mieux l'expliquer, mais on a suffisamment de data pour en quelque sorte fiabiliser la prestation, si je puis dire, médicale. Oui, puis surtout vois ce pour que je veux savoir dire. si ça marche ou pas. Et c'est- Maintenant, après, la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que la France a un certain rejet de la médecine préventive. Finalement, le serment d'Hippocrate, c'est de la médecine curative. Ah non, Mm. moi, médecin, je suis pas là pour empêcher le mec de tomber malade. Je suis là pour le soigner quand il est malade. Mm. Or, si tu veux, ça pose des questions énormes, parce que Mm. toute la génomique, elle, arrive justement sur la prévention. Et nous, on est très mal outillés intellectuellement J'ai peut-être un pour petit ça. takeaway qui va te faire plaisir, Serge. Ouais. J'ai travaillé avec une entreprise qui est dans la recherche pharmaceutique, médicale, etc. Et à un moment donné, dans le travail d'accompagnement, si tu veux, il était question, au détour d'un atelier, de travailler sur un sujet très fortement numérique, mais à propager vers une population de médecins qui avait tendance à résister. Mm. Et moi qui avais un œil totalement candide de béotien sur le sujet, je me suis dit, bon, j'ai un peu honte, j'aurais dû bosser avant de les voir, mais je vais faire la base, je vais lire le serment d'Hippocrate. Et je me suis aperçu qu'eux-mêmes avaient totalement oublié quelque chose de fantastique qui est à l'intérieur du serment d'Hippocrate, et que les praticiens avaient oublié, parce qu'évidemment c'est vieux et que tu vois, il manque de recul. Moi j'avais le recul de l'œil neuf, et il y a une partie du serment d'Hippocrate qui est très intéressante à l'aune de ce dont on parle, qui est que dans le serment, donc les médecins, puis les chercheurs en médecine, etc., s'engagent à partager avec le monde, et donc notamment forcément les patients, mais le monde, en fait, leur écosystème, si je puis dire, toute avancée dans la recherche. C'est-à-dire qu'il est de leur responsabilité morale, indépendamment de médecine curative, etc., de partager le savoir, quel qu'il soit, un progrès, une source de progrès, doit être partagé. Donc de toute façon, les gars, c'est pas de savoir si vous voulez vous engager ou pas là-dedans, le numérique vous plaît pas. Ça rentre dans la case du progrès, vous adhérez peut-être pas complètement, vous êtes rempli de suspicions, mais votre travail, c'est de l'expliciter, d'en parler à vos patients et de toujours le proposer. Tu vois, c'est très intéressant. Oui, À la base même du serment d'Hippocrate, il oui, y a la c'est- prise il en y a le compte du partage, progrès et oui, le oui. fait de le partager. Oui, mais attends, le progrès, c'est pas seulement rester dans sa zone de confort et faire de la recherche dans la zone de confort. C'est aussi aller voir ailleurs. Hein. Et c'est aussi prendre des risques, c'est ça que tu veux dire? Oui, non, puis c'est changer sa culture. Moi, je vais Oui. donner un exemple. Aujourd'hui, Oui. donc moi, la start-up que j'ai faite, c'est dans le domaine qu'on appelle Digital Health.
Tu vois, la santé numérique, la santé digitale, enfin le digital au service de la santé, que Fondapol avait appelé au secours d'ailleurs la santé, pas au service. Moi, mon titre c'était le numérique au service de la santé. Ils ont transformé ça au secours de la santé quand ils ont vu l'état des lieux. Mais si tu veux, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un labo pharmaceutique dont le savoir-faire, c'est de faire des molécules et qui d'un seul coup dit certaines de mes molécules pourront être remplacées par une application. Et ça, c'est quand même ça révolutionne la donne, parce que même en termes de compétences, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête d'embaucher des chimistes? Est-ce qu'il faut que je mette à embaucher des informaticiens, des gens de UX, etc. Tu vois? Et on assiste aujourd'hui, alors merde, j'ai oublié, mais en France, c'était une première app qui est remboursée. Et aux États-Unis, tu as une boîte qui s'appelle Pear Therapeutics, qui était la première à avoir des thérapies digitales approuvées par la FDA. Excellent. Donc, quand tu parles de progrès, moi je mets dans la peau des gens des labos pharmaceutiques, ben, ils sont un peu inquiets parce qu'ils se disent, comme Kodak avec le numérique, etc. Tu vois, ils se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas là le même basculement que de l'argentique au numérique, etc. C'est-à-dire quelque chose qui finalement... Bon, quand tu vois en plus, si tu veux, que tout ce qui est chimique, c'est quand même, ça a souvent des effets de bord, on traite un truc là, puis un machin là qui apparaît, etc. Tu vois, donc une approche plus digitale qui, a priori, et on commence à se rendre compte, certaines applications dans le traitement de ce qu'on appelle le PTSD, tu vois, le Post-Traumatic Stress Disorder, finalement, provoquent dans le cerveau des mêmes réactions chimiques que ce que certains médicaments provoquent. Donc, si tu veux, ça commence aujourd'hui à inquiéter, quoi, tu vois. Donc, modeste contribution à ta réflexion, et dis-moi si ça va dans le bon sens. J'ai aussi remarqué en m'intéressant à ce secteur, et pas qu'en te lisant, mais tu m'as donné un petit peu envie d'aller ouvrir quelques onglets dans mes navigateurs, que un des effets, malgré tout, franchement vertueux de ces évolutions dans le numérique, c'est que le labo ne réfléchit plus simplement quand il fabrique des molécules en fonction de son, entre guillemets, client immédiat, qui sont ceux qui vont les prescrire, d'accord, soit les hôpitaux, les médecins, etc. Il est obligé d'incorporer dans le raisonnement la culture du patient, au même titre que dans certaines entreprises, on est obligé de réinventer en ce moment la culture client. Et donc ils remettent le patient au centre parce que finalement l'ergonomie d'une application les y oblige. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est intéressant, ça, quand même. Oui, bah attends, moi je le dis depuis longtemps. Mais je suis bête, t'es là-dedans, avec ta startup, t'es totalement là-dedans, donc tu l'as compris. Arrête. Non mais oui, puisqu'en fait, toi, tu pars du patient. Ah bah oui, moi, d'ailleurs notre app a été co-designée avec des gens atteints d'Alzheimer, donc là-dessus. Non, mais si tu veux, alors là je vais dire un terme très technique, pardonne-moi, c'est le concept d'ergodicité. J'adore les mots compliqués. C'est un terme technique qui dit que les moyennes spatiales sont égales aux moyennes temporelles. Donc tu prends un gaz dans un ballon, et puis tu fais un instant T donné, tu prends la moyenne des vitesses de toutes les molécules. Tu as une valeur. Puis tu prends une molécule et une seule, et tu suis l'évolution de sa vitesse dans le temps, et tu fais la moyenne de sa vitesse dans le temps. Il y a ergodicité quand les deux sont égales. Toute la médecine traditionnelle, la médecine de quartier, est basée sur l'hypothèse d'ergodicité. Vous avez 55 ans, vous avez tel poids, vous avez tel truc, je prends la moyenne des gens qui ont 55 ans, etc., et je l'applique à vous. Sachant que les médecins le font intuitivement. Voilà. Alors que et c'est pour ça que moi je me suis tourné très vite vers l'acupuncture et tout, c'est que l'acupuncture s'intéresse à ta trajectoire. Individuelle. Et ça, c'est ce que le numérique va permettre. Donc tu es en train de nous dire, les médecins ont tendance à inférer à faire leur diagnostic en se basant de façon plus ou moins instinctive, sur leur vécu, de ce qu'une tranche d'âge à laquelle tu appartiens et catégorie socio-professionnelle a tendance à développer comme... Ils faisaient des stats. Maintenant, c'est pas généralisable. Tu as des médecins. Oui, voilà, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours le même médecin qui te suit. Alors maintenant, on arrive à ta note Fondapol. Oui. Comment tout ça t'a nourri? D'abord, bon, je comprends bien qu'ayant lancé une start-up dans ce monde-là, tu t'y es d'autant plus intéressé. Mais bon, je te connais, et puis en plus j'ai lu la note, donc tu parles pas que de ta start-up, loin s'en faut. Je la cite une fois. Tu la cites une fois vite fait, c'est de bonne guerre, j'ai vu. Non, mais j'ai relevé que tu l'avais cité à la fin. Oui. Je me suis dit, waouh, quelle élégance, il a pas... Bon. J'ai cité d'autres start-up de l'accélérateur où j'étais. Non, mais je trouvais ça très, très légitime. Attends, la moindre des choses, justement, c'était, comment dire, tout ça est convergent. Si vous voulez investir, c'est le moment. Ah oui, en plus, tu lèves des fonds. Comment? Tu lèves des fonds? Bientôt, tu m'avais pas dit avant de venir. Ouais. Bon, ok. Bon, alors j'espère que cette vidéo va peut-être tomber entre les mains d'un investisseur. Non, donc pourquoi cette note Fondapol, et quel est l'impact que tu espères en retirer? Si tu veux, je me suis dit, je suis dans une situation privilégiée. Je suis dans un accélérateur qui s'intéresse à la santé numérique. La santé, c'est un sujet hautement politique.
Un Et, accélérateur à San à Francisco. San Francisco, pardon. Oui, il faut Oui. le rappeler, hein, qu'en ce moment, tu vis à San Francisco. Oui, oui. Et c'est un sujet pour Fondapol, ça. Et bien évidemment, ils ont tout de suite accroché à l'idée, tu vois. Comment le numérique peut-il aider les systèmes de santé, tu vois. D'accord. Et puis aussi, je voyais qu'il y avait une espèce d'idée que je trouvais un peu réductrice, qui est, ah bah oui, l'e-santé, le DMP, tu vois. Hmm. On ne devrait pas être très fier, mais bref. Et puis, Attention, hein, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, le dossier médical personnalisé, tu vois, qui était trop qui est politique, qui quoi. est un échec. Non, Ouais. échec ou Oui, pour l'instant. demi-réussite. Bon, oui, Qu'est-ce mais qu'on doit dire? parce que ça a été trop politique. Enfin, moi, Ouais. j'ai connu le directeur technique Tu emploies un il y a mot d'ailleurs dans 20 ta ans. note qui est du fait du colbertisme Oui, français. voilà, c'est-à-dire que Donc c'est-à-dire cette tendance à vouloir lourdement planifier le développement d'une industrie. On a en quelque sorte aspiré à sécher la sève et la capacité d'innovation, c'est ça de ceux le qui travaillent dans Colberti, c'est très bien pour les infrastructures. Oui. Voilà. Mais le Mais pas pour Colberti, quand l'innovation. il s'agit de faire l'innovation, c'est pas terrible. Tu vois, Voilà. voilà. Bon, Ok, donc ça c'est bon. dit. Et puis je me suis. Ça c'est un des premiers impacts que tu voulais avoir. Voilà. C'est envoyer un message au pouvoir public aussi et dire Oui, au travers de Fondapol, dire on il y a a plein de solutions. oui, et puis tu Et veux qui surtout sont nous dire autres on a que la- calcifié l'innovation quoi. Et C'est puis, ça que et tu puis nous dis. surtout de dire. Non, parce que moi, j'essaye de ne pas avoir des discours négatifs. Hein. Ah Ils ouais sont en creux chez Eh moi. ben, sache que c'est ce que j'en ai déduit en lisant la note. Oui, mais non, mais moi, C'est d'abord, en plus, je me suis dit, mais qu'on est con, on a probablement les meilleurs chercheurs parmi les meilleurs du monde. Enfin, et comment ça se fait que, finalement, pour des raisons de mauvaise gouvernance, on est bloqué Gilles Babinet pousse les mêmes cris que toi, hein, quand il dit, notamment, on a du retard dans l'usage de la data ramenée à la santé. Ça fait quelques années qu'il se dispute avec tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ses copains du gouvernement, ceux qui discutent encore avec lui. Il se dispute avec tout le monde, ce qui dit, ça va pas assez vite. T'es un peu pareil. oui, mais alors oui, mais là, je l'ai raisonné ça. Hein. Si on peut faire une Tu l'as petite dit parenthèse. plus élégamment. Oui, mais de manière générale, pourquoi en France, alors qu'on a des très bons chercheurs, très bonne R&D, etc., pourquoi on n'est pas en pointe? Et tu vois, au CES de Las Vegas, c'est clair, tu arrives dans le parti Eureka, la France, c'est un quart. Tu te rends compte, les startups en France. Puis tu arrives dans le truc industriel, tu as 3 boîtes françaises, c'est tout. Hein. Et puis il n'y a rien d'autre, tu vois. Donc, et alors en fait, je me suis aperçu un jour que la réponse à cette question était la même que la réponse à une autre question qui n'a rien à voir. Pourquoi à San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Londres et ça, t'as pas une bonne boulangerie tous les coins de rue? C'est pas une question de matière première, hein, je veux dire, t'importes la farine de partout. C'est pas une question de compétence, parce que non seulement les Français vont, mais les étrangers viennent se former en France. Et en fait, j'ai compris, c'est que nous, les Français, on est habitués à vouloir du bon pain depuis la plus tendre enfance. Donc on veut du bon pain. Et donc sur l'innovation, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est avant tout la demande. Or, pourquoi la France n'est pas innovante? Parce que les acheteurs sont conservateurs. Parce que moi, on m'a dit en France pour ma start-up, faites vos preuves aux États-Unis, on verra bien si ça Si marche on était après. moins gentil, on dirait que c'est peut-être aussi parce qu'on ne sait pas donner envie d'acheter. Oui, mais tu veux grosso modo, tu arrives chez un client potentiel, tu présentes une idée, la première chose qu'il va faire, c'est t'expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Non, mais toi, tu as fait Polytechnique, mais moi, j'ai fait HEC, on m'a appris à être prétentieux, et j'en suis malade d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé... Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter, mais tu sais, je bosse sur Effort, c'est une association pour la transformation de la vente, Ouais. et je vais te dire la raison d'être de cette boutade en forme d'auto-dénigrement de mon école, Ouais. contre laquelle je suis d'ailleurs en colère, hein. Vraiment, c'est depuis des années. C'est qu'un jour, quand j'ai demandé, parce que j'interviens parfois, j'ai demandé pourquoi dans la chaire Marketing Science, on ne pouvait pas parler peut-être un peu transformation de la vente. On m'a dit, nos étudiants, c'est du marketing, ils vont fuir hein, si on leur parle de vente. C'est une école de commerce, les gars. Et je veux dire, les marketeurs qu'on met sur le marché en France, qui sont complètement déconnectés des réalités du terrain, ont tendance à traiter leurs vendeurs comme les petits fantassins qu'on peut sacrifier comme ça, puis loi de Pareto oblige. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a 20%, mais généralement, même, j'ai envie de dire 5 ou 10% maxi. Ouais, et puis l'image font du tout le chiffre vendeur d'affaires. avec des godasses. L'image du vendeur, etc. Et en tu fait, vois. c'est une catastrophe, c'est parce qu'on s'est déconnecté. Mais juste pour aller au bout du raisonnement, donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que il y a ce truc qui flotte toujours dans l'air, quoi. Quand je parle avec des marketeurs professionnels dans les grandes écoles, etc., c'est de dire... c'est tout un art, et en tout cas toute une science, hein. La chaire à HEC s'appelle Marketing Science, que de savoir donner envie d'acheter. Et donc, je t'assure, c'est très paradoxal avec cette immense prétention que l'on a, alors que nos amis anglo-saxons ont la culture de la vente chevronnée, du gars qui avec son... Tu vois ce que je veux dire? Ah mais oui, mais après je pourrais te dire, c'est marrant, la France est un pays communiste, hein, c'est-à-dire on est dans un pays où les idées priment sur le pragma. Merci, j'ai enfin je te fais Voilà. franchir le point à partir duquel tu nous dis vraiment les choses. Ouais. Tandis que dans le monde anglo-saxon, c'est le pragmatisme qui l'emporte sur les idées. Mais bien sûr. Je veux dire, un homme politique, on s'en fout qu'il ait des idées brillantes, c'est Bien est-ce sûr. qu'il va arriver à les Mais qui mettre en c'est œuvre. l'homme politique, l'homme d'affaires américain qui a dit il n'y a pas longtemps
avec Cuba, la France est le dernier pays communiste de la planète. Oui, il en Parce que reste un ou deux quand même. c'est très provocateur, oui. mais il y a Alors, un fond on de dit aussi qu'on est vérité le qui seul devrait pays nous faire... communiste qui a réussi, tu vois. Parce que... Oui. Non, mais moi je pense que la France est un pays de tension. Mm. Et c'est pour ça qu'on consomme des médocs. Hein. On est quand même le pays au monde qui consomme le plus de Oui. médocs. Parce que... Le plus de barbituriques, le plus d'antidépresseurs amenés en pourcentage de la population. Est-ce que tu sais qu'on est le 5e pays au monde où il y a le plus fort taux de suicide? Bah, ça, Et j'ai oublié les taux de célibat dans les grandes villes. Il est terrible aussi, ce qui un peu explique en grande partie qu'on soit pas mal déprimé. Les gens ont du mal à matcher. C'est bien pour ça que Mythic a pu racheter Match.com. Ouais, C'est-à-dire en France faire un chiffre d'affaires tel qu'ils ont pu racheter le géant américain. Mais je ferme la parenthèse. T'as raison. Il y a quand même, on n'est pas là pour faire du French bashing, mais c'est bien aussi de dire les choses. Qu'est-ce qui fait que la mécanique est coincée, mince? Ouais, non, mais c'est... C'est pour ça que t'es parti à San Francisco. Oui, mais alors, mais même, Voilà. tu sais, c'est la The brain drain, chers amis. Regardez. c'est la deuxième fois que je suis à San Francisco. J'étais aussi en 2000-2001, tu vois. Et la raison pour laquelle j'y suis allé, là, c'était j'ouvrais la filiale de ma start-up française. Hein, donc c'était un autre Oui, je me schéma. rappelle. C'est un SMH C'est de celle France que t'as Télécom. vendue à SAP. à SAP. Voilà. T'es Et, devenu riche ou pas? comment T'es devenu riche? Bah, vachement, oui, bien Ah, sûr. cool. Bon, après- Non, parce que je n'invite sur ce plateau que des gens qui sont devenus riches. Oui, très riche. Mais ça fond vite. Hein. C'est un véritable entrepreneur. Moi, je sais, il a créé des boîtes, il en a revendu, il a réinvesti tout de suite, il en a fait plein d'autres derrière. Voilà. Là, je suis plutôt Bravo, pauvre, Serge. mais bref. Quoi, Et c'est un notre jeune débat. start-upper. Hein. Mais, T'as l'énergie du jeune start-upper. ouais, je t'adore. T'es un fou, toi. Hein. Comment Oui. À 95 ans, tu vas encore faire une start-up, comme Louis Pouzin. Ah non, j'ai 50 ans devant moi. Hein. Bah, Pour voilà. faire des startups encore. J'ai 65, tu vois. Et Bientôt donc, ça veut dire que 65. tu vas investir dans les technologies transhumanistes. Mais surtout, si je suis allé en 2000, on parlera de transhumanisme une autre fois. Si je suis allé en 2000 aux États-Unis pour ouvrir la filiale, c'est parce qu'il y a 30 ans, un Américain m'avait dit: vous les Français, on vous adore, vous êtes brillants, intelligents, cultivés, raffinés, vous avez la meilleure R&D au monde, les meilleurs chercheurs au monde. J'ouvre une parenthèse, en 2000 dans le Silicon Valley, on me disait c'est des technos françaises, alors on sait qu'elles sont top. On a très bonne presse. Donc le mec me dit, vous avez la meilleure techno au monde, les meilleurs chercheurs au monde, et en plus vous n'êtes pas des concurrents. Donc on vous et adore. en plus, alors il te l'a pas moi, dit le j'avais gars, dit, mais tu verras, tiens, si t'es pas les concurrents, quoi. mais en plus, je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, je m'en rends même pas compte comment dire, de la conscientisation qu'il y a autour de ça, mais en fait, nos ingénieurs, quand tu es entrepreneur, tu te dis, oh là, faut que j'embauche un ingénieur, c'est cher. Mais en fait, il faut pas oublier qu'à l'échelle de la planète, nos ingénieurs sont incroyablement pas chers. Ah bah attends, moi mes ingénieurs, ils étaient à Caen, hein. Mais Je veux dire, ils étaient au fou, milieu des ça vaches, aussi. ils étaient vachement bons. Je veux dire, à compétence égale, un gars qui va avoir la trentaine et qui peut être dans une SS2I, on appelle ça des ESN maintenant, à 3 000 € net par mois, par exemple, d'accord, il va dire, ouais, c'est bien, je me suis trouvé un job sympa, peut-être un peu à l'extérieur de Paris, tout ça, ok. Dans la Silicon Valley, ils commencent à discuter à 100 000 $ par an, quoi. Oui, attends, Et pas en dessous. un product C'est manager, le c'est minimum. 250. Hein. Mais oui. Mais je te rappelle, propos de Barenton, confiseur, livre extraordinaire écrit en 1932 par Auguste de Teuf. Un autre polytechnicien. Voilà, un autre polytechnicien. Il y a 3 manières de se ruiner: le jeu, les femmes et les ingénieurs. Le jeu, c'est le plus rapide. Les femmes, c'est le plus agréable. Les ingénieurs, c'est le plus sûr. Et comme je Mais dis pas en toujours, France, au CES puisqu'il de coûte Las moins cher. Vegas, il y a les 3 qui sont concentrés dans un même espace-temps, donc il faut se méfier. Pas mal. Non, mais quand même, juste pour aller au bout de cette boutade, pas en France, parce qu'en France, les ingénieurs coûtent moins cher. Bah oui, bien Bon, sûr. Oui. C'est l'URSSAF qui coûte plus cher en même temps, je dis une bêtise. Ok, on va arrêter de faire du Oui, du French bashing. tu couperas ça parce que c'est pas. Oh je non, veux on va être le garder. positive. Non, Je veux tu faire sais- du positive thinking. Ouais, mais c'est pas méchant, regarde, là on va revenir. C'est Ouais. pas méchant ce qu'on dit, après il faut faire un peu des constats lucides aussi, mais de toute façon, c'est une bouffée d'air frais, sans vouloir te flagorner cette note Fondapol. Je fais rarement, tu vois, sur la base d'un PDF, d'une note d'une trentaine de pages, 50 000 une interview. signes. Enfin, ce contenu, j'ai vu, il y a pas mal de mes, on va dire, confrères, blogueurs qui parlent de ta note en disant qu'ils ont été assez enthousiasmés. Bon, il y a Portneuf qui en parle sur la revue Futurib, mais j'ai pas pu le lire. On racontera la blague dans les commentaires à nos amis internautes, parce qu'il y a vraiment une blague numérique bien relou à faire. J'ai pas réussi à acheter ce truc. Bref, passons. Donc, on a des progrès à faire, mais c'est une bouffée d'air frais, je trouve, parce que tu proposes des pistes assez concrètes. Que même moi qui ne suis pas du secteur de la santé, si ce n'est indirectement avec un ou deux clients, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, alors, Bah, je peux en développer une, par exemple. alors va où, parce que tu parles de tout, hein. Tu nous parles Ouais. d'IA, tu nous parles de la prise en main de sa santé par Voilà. Si tu veux, les patients. pour faire la vision systémique, aujourd'hui, on a une combinaison de technologies. Voilà. On a d'abord des capteurs connectés qui commencent à mesurer plein de trucs. La Oui. montre d'Apple qui te mesure le rythme cardiaque, Fitbit. Fitbit, etc. Mais tu vois, des gens, par exemple, peuvent mettre des patchs pour mesurer le taux de glycémie ou plein de trucs, tu vois, mesurer. Bon, donc, on a en temps réel
j'ai tout un tas de données. Et ça commence à prospérer. Et ça va dans le cloud, ça. Mais, et ça commence à prospérer. Fitbit, tu insistes et tu dis, ils rachètent des boîtes et tout. Donc il y a du pognon dans ce secteur. Il y a énormément de pognon. Hein. La deuxième chose, c'est effectivement tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont plus ou moins avancés. Moi, s'il y a un métier que je conseillerais à personne aujourd'hui, c'est radiologue. Alors les médecins, ils adorent radiologue parce que contrairement aux accoucheurs, tu es chez toi le soir, le dimanche et le week-end. C'est le métier où l'IA va bananer tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des concours qui sont organisés. Aujourd'hui, les systèmes d'IA font des interprétations de radio beaucoup plus fines que les radiologues eux-mêmes. Donc si tu veux, ça va être... Mais à l'inverse, il y a tout un tas de choses pour lesquelles l'IA ne remplace pas le médecin. Et donc moi, ce que je pense, c'est que pour régler le problème des déserts médicaux, plutôt que de faire la télémédecine, parce que la télémédecine, ok, bah, le médecin, il gagne le temps de parcours, mais des fois, il a besoin de voir, de toucher, etc. Tu vois, bon. Si on formait des gens, 4 ans, je dirais peut-être, tu vois, au pif, un, à une vision systémique du corps humain, donc les trucs de base, donc la médecine de base. 2, de la psychologie. 3, de l'accès à des bases de données d'IA. Tiens, tel symptôme, paf, paf. Ah, quand même, là, je suis pas sûr. Ah, je rentre tel autre paramètre. Ah ben oui, voilà le bon diagnostic. Voilà. C'est-à-dire, le site... Tu sais, moi, depuis que je fais l'informatique, c'est-à-dire depuis 1973, il y a une chose que je sais, l'informatique n'est que l'amplificateur de l'énergie humaine. C'est-à-dire que l'informatique qui remplace... Oui, ça peut remplacer dans le genre, ben oui, un système d'IA, il n'a aucun problème à te lire 50 millions de pages. Un médecin, non, il ne peut pas. Mais... ça ne remplacera pas cette espèce d'intuition du médecin qui d'un seul coup dit non, même ce que me dit mon système d'IA, je ne le sens pas. Pourquoi ? Ah ben j'ai oublié de rentrer tel paramètre, je rentre tel paramètre, ah ben oui, là je suis plus en accord avec ce que me dit mon système d'IA. Parce que le système d'IA ne fonctionne que sur les données que tu lui donnes. Hein. Si le médecin il se trompe ou il oublie de rentrer la température, ou etc., ou même un truc du passé. Non, donc, mais quelque chose de tout simple aussi, c'est l'empathie pour le patient. L'intuition, tu as raison d'investir. C'est pour ça que je disais la psychologie. La relation humaine. Hein. Voilà. Mais tu sais grâce à l'IA, je pense avoir défini pour moi ce que c'est que l'intuition. Ben, l'intuition... Oui, c'est ce que l'IA ne peut pas faire. Pardon, oui, non, c'est prendre une décision quand tu n'as pas assez de données. Oui. Mais quand tu as beaucoup de données, ben, parfois, les systèmes font mieux que ton intuition. Mais l'intuition, c'est ce coup de génie de trouver ce qu'il faut faire quand tu as très peu de données. Alors, c'est aussi et ça, tu auras toujours plein de cas de figure où tu auras très peu de données. C'est aussi parce que ce sont des données qui ne remontent pas immédiatement au conscient, qui sont stockées là et qu'on va chercher un peu malgré nous. Mais voilà, il y aura un débat magnifique à avoir sur l'intuition. Tu sais que c'est un de mes gros sujets. Ah non, je savais pas. Je vais pas t'embêter avec. Comment ? Bah, tu sais que pendant que tu... j'aurais dû intuiter ça. Oui. Toi qui es un scientifique, tu sais que pendant qu'on parle, les zones conscientes de mon réseau neuronal représentent en équivalent informatique grossier de l'ordre de 2000 bits d'informations que je traite consciemment dans la minute. Ouais. Pendant ce temps-là, mon subconscient, mon inconscient, tous les cerveaux dont parlent, tu sais, les scientifiques, on a des neurones un peu partout. Hein, on a un deuxième cerveau dans l'estomac. Et y compris même là, dans les yeux. Est-ce que tu sais ce que ça représente en équivalent informatique ? Dis-moi. 400 milliards de bits. Ouais. Parce qu'en fait, la principale activité du cerveau, c'est une activité de filtre pour élaguer ce qui ne sert à rien dans l'instant. Et on est capable de mesurer un danger en 1/10 millième de seconde. Donc ça n'a pas le temps de passer par le larynx et être exprimé, pas même conscientisé. Donc l'intuition, c'est ça aussi, c'est qu'on stocke beaucoup d'infos. On est nous-mêmes en fait une fantastique machine big data. Simplement, l'empan de la pensée, et à plus forte raison, la puissance du langage, sont impuissants si tu veux à rendre compte de ce que l'on stocke et qui devient justement ce qu'on appelle l'intuition. Alors celui qui m'a beaucoup inspiré là-dessus, c'est Idriss Aberkan, tu vois. Et tu l'as inspiré aussi. Et que j'ai inspiré aussi. Parce que la loi de Pseudo-Platov. Non, mais c'est la classe. Tu peux pas le dire, ça ferait pas humble. Mais moi, je le dis pour toi. J'étais fier. Quand je lis les bouquins et les confs d'Idriss Aberkan, mais il cite Serge Pseudo-Platov. Mais lui aussi, il m'a vraiment... Et notamment donc la loi sur la loi de Pseudo-Platov. La loi de Pseudo-Platov. Mais là où il m'a vraiment inspiré, d'abord, c'est sur l'importance du biomimétisme. Je savais pas. C'est quand il dit on ferait mieux de lire le monde plutôt que de le brûler, parce que le monde est une bibliothèque. Mais surtout, c'est cette idée, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup travaillé sur le jeu comme méthode d'apprentissage. C'est que quand tu prends des notes, ton cerveau fonctionne comme un processeur. Ton cerveau décode une onde sonore qu'elle transforme en de l'écrit. Et la preuve, c'est inefficace, c'est que ce que tu fais le soir quand tu rentres chez toi, c'est que tu relis tes notes. C'est complètement con. Tandis que si tu utilises ton cerveau comme une carte graphique, en associant plein de trucs. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe dans mon app. Hein. On voit bien que tu as du sensoriel qui se mélange à... etc. J'imagine que tu es en train d'apprendre plein de trucs d'ailleurs en bossant dans ce secteur. Ah bah oui, non mais c'est fabuleux. Puis les neurosciences... Tu risques peut-être même de faire des découvertes qui vont servir au milieu scientifique parce que tu es en quelque sorte dans quelque chose d'extrêmement concret
dont tu n'espères peut-être même pas toi-même que ça va gêner, mais finalement, sur le terrain, Moi, le milieu vous allez apprendre des scientifique, ce que je sais leur offrir avec mon app, Ouais. c'est d'avoir des données sur la manière dont les gens atteints d'Alzheimer se servent de cette app. Et de la manière dont le langage revient, dont la parole revient, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est déjà Et énorme. donc, ils ont des données, parce que moi, on capture tout. Hein, où est-ce qu'il tape, sur quel objet, à quel moment, Ouais. tout est... Eh ben, donc tu comprends que ma remarque elle n'est pas si anecdotique parce que Oui. tu sais c'est ce qu'on appelle, toi qui aimes bien les mots élaborés, moi aussi je vais faire le malin là. Ce qu'on appelle l'heuristique, c'est-à-dire découvrir des choses qu'on n'avait pas prévu de trouver. La méthode en fait, c'est l'absence de méthode, c'est le fait d'être dans l'action sur le terrain et de laisser les découvertes remonter. Mais Oui, c'est pas anecdotique, pourquoi? Si anecdotique, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, les entrepreneurs qui ont le niveau comme toi d'aller sur ce terrain-là, mais sans être forcément des chercheurs dans le monde médical, vont peut-être faire remonter par la data et par l'usage des découvertes qu'on n'avait absolument pas préméditées. C'est En pour tout ça que cas, c'est une moi c'est mon heuristique obsession. Alors, Bah, voilà. je vais dire un truc qui est politiquement pas correct, parce que Ouais. c'est l'inverse de la RGPD, qui est une catastrophe pour la science, Mm. parce que la RGPD dit tu ne peux pas capturer des données si tu sais pas à quoi elles vont servir, alors que merde, c'est l'inverse dont on a besoin. Mm. Il faut capturer plein de données sans forcément savoir à quoi elles servir, parce que c'est le seul truc qu'on n'aura pas plus tard. C'est vrai que là, t'es pas Tu politiquement vois correct en ce moment en France. Bah oui, mais... Ça, il y a mais- il y a une mais- énorme mais- frilosité là-dessus. Et moi, je le comprends. Et je suis assez fasciné par, quelque part, à la fois la candeur et la puissance avec laquelle tu défends ça, quoi. C'est-à-dire Oui, que alors- pour toi, on résoudra les problèmes de confidentialité. Il va falloir qu'on bosse là-dessus, mais on peut pas arrêter le progrès sur le Mais plan du non, partage. non, alors après on revient au problème de confiance, si tu veux. Ouais. Donc je comprends Voilà. pourquoi la RGPD est faite. Ça, je comprends la question. Mais la science va en souffrir. Parce que dans la science, tu peux être amené à capturer des données Voilà. sans bien savoir quoi c'est. Et si plus tard, il n'y a rien de pire que dire putain, il y a 5 ans, si j'avais capturé ces données, la science aurait progressé. Ah ben non, je l'avais pas fait parce que la RGPD m'avait empêché de le faire. Voilà, ça c'est juste fin d'une parenthèse. Hmm. Donc il faut, tu vois, oui. mais tu sais, hein, il y a toujours deux bouts par bout. Hein, le bien et le mal, ça va ensemble. Puis quand tu coupes en deux, il y a toujours deux bouts par bout, comme disait Raymond DeVos. Hein, tu vois, bon. Bah Donc oui. tu auras toujours le bien et le mal, même si tu essayes de couper le bien et Bien le sûr. mal. Quoi. Sachant que ce que tu dis, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux premiers temps héroïques de la médecine et des premières dissections qui étaient interdites, et finalement le progrès s'est fait parce qu'on a surmonté l'interdit. Ah ben, moi, je Et- cite André Vézal. Hein. Pour moi, les neurosciences aujourd'hui, c'est l'équivalent de André Vézal qui remet en cause l'acquis des Romains. Parce que comment ce que je pensais, à l'époque romaine où on n'avait pas le droit de disséquer des cadavres. Donc toute la science On disséquait des chiens et des chats des chiens et des singes. et des singes. Et des singes, et donc toute l'aspect physiologique est basé là-dessus. Et puis surtout, tu avais trois personnes. Hein. Tu avais le barbier qui découpait, t'avais Et qui ne celui pouvaient pas parler. et qui pouvait pas parler, tu avais celui qui nommait, et tu avais le sage qui parlait. Et Vézal, il dit, moi je fais tout moi-même. Tu vois, et donc quelque part, il dit, mais il n'y a aucune raison de faire une division du travail aussi absurde. C'est moi qui découpe, parce que je sais comment découper, c'est moi qui nomme, parce que je sais ce que c'est, et c'est moi qui explique ce que c'est, quoi. Il Et ça a révolutionne l'air totalement. voilà, ça a l'air d'une anecdote, mais en fait, c'est un gros changement de paradigme. Ah ben, à toute l'échelle la médecine d'aujourd'hui est basée sur cette alors, pourquoi t'as révolution donné cet d'André exemple Vézal. Parce que tu voulais faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer alors, Ben, justement Comment on va faire pour changer de paradigme et avancer dans la direction que tu alors, prônes? c'est ce que je disais, la combinaison de tout un tas de données, de capteurs, des systèmes d'IA, la génomique, tu vois, Oui, mais qui dans arrive. l'état actuel de la parano absolue autour de la captation des données, anti-GAFA, etc. Mais de la même comment on va faire manière qu'André Vézal, comme tous les autres, ben, je suis à peu près persuadé qu'il y avait 90% des médecins de l'époque qui disaient, Ouais. tu vois, tiens, il y a même Galilée, il y a une gravure que j'adore. Galilée présente, tu sais que Galilée, il est emmerdé parce que avec sa lunette, on voit les satellites de Jupiter. Et puis il voit que d'une journée à l'autre, ça bouge. Et comme il est intelligent, il comprend qu'en fait, ce sont des satellites qui tournent autour de Jupiter. Il existe donc des objets terrestres qui ne tournent pas autour de la Terre. Oh, catastrophe, catastrophe. Ouais. Et cette gravure représente Galilée, 10 ans à l'Académie des sciences de l'époque, tu vois, expliquant sa découverte des satellites. Et ce que montre la gravure, c'est que Galilée, ben, il est dans l'arène, il explique. Et tu regardes tous les scientifiques, il n'y en a aucun qui regarde Galilée, ils se parlent entre eux et tu sens qu'ils sont emmerdés. Quoi. C'est-à-dire en clair, qu'est-ce qu'on fait de ce merdier quoi, tu vois, il vient nous dire, Au fait, nous on est dans la merde. Avec une Eh interview ben, je pense que c'était ça, et aujourd'hui c'est ça, tu vois, c'est, ok, les neurosciences disent, oui, la génomique, Oui. et puis tu as tous les mecs, tous les politiques entre eux qui disent, putain, qu'est-ce qu'on va faire de Qu'est-ce ce qu'on va faire merdier dans Alors, lequel au on fait, est quoi. j'allais dire, cette interview, on va la
mettre sur YouTube, par exemple, avec les mots-clés qu'on met dedans, on va attirer des médecins. Alors, toi, tu es conférencier. Ça t'est arrivé de faire une conférence devant un parterre de médecins, de spécialistes de la santé, etc. Parce qu'en gros, je voudrais savoir si, comment dire, quel est le takeaway synthétique que tu pourrais leur transmettre. Parce que, si tu veux, ce qui me frappe au travers de ce que tu dis, c'est que c'est cette profession qui va être la première impactée. Tu parles de valoriser l'intuition, l'empathie, la relation avec le patient, etc. Mais il va bien falloir aussi que les professionnels aujourd'hui gèrent la transition et absorbent ce tsunami numérique. Qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message ? Si tu veux, d'abord, moi, pour être clair, je n'ai jamais voulu faire le métier des autres. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à un médecin, voici ce qu'il faudrait faire, parce que je ne suis pas médecin, parce que, etc. Tu vois, j'ai un excellent médecin de ville qui m'a dit un truc, Thérèse me regarde, m'a dit, mais aujourd'hui, sur Google, nous, les médecins, on est notés, alors qu'on n'a pas le droit de faire du marketing. Il dit, ça, c'est pas normal. Donc, ça nous met une pression qui est inacceptable, et je les comprends là-dessus. Ouais. Mais moi, je dirais, et il y en a beaucoup qui le font, c'est comme toute révolution numérique, il y en a qui sont en avance, il y a d'autres qui ont pas. Mais d'abord, c'est de bien comprendre que le numérique doit être à leur service. Et donc, plutôt que de dire je suis avec ou je suis pour ou je suis contre, c'est de dire je suis avec. En revanche, ce seront eux qui seront les acteurs de attendez, ça ne m'intéresse pas, c'est ça que je veux. C'est-à-dire qu'ils expliquent comment le numérique peut les aider dans leur métier. Et qu'ils fassent du co-design, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir des agents du changement. Oui, et il y en a qui le sont, bien sûr. Mais oui, voilà, mais tu sais, ni pour ni contre, mais avec. Moi, j'ai toujours été comme ça. Le numérique, il faut être ni pour ni contre, mais avec. Et de dire, etc. Mais encore une fois, le numérique est au service de l'énergie du médecin. Alors, ceux qui ont peur du numérique, ils apporteront rien. Ceux qui seront trop enthousiastes, tu vois, je pense à un grand nom actuellement, tu vois, un certain Laurent qui est très enthousiaste, qui dit, etc. Moi, je vois très bien où il veut aller. Il est incroyablement clivant, lui, sur il Internet. est très clivant, si tu veux. Et donc, moi, tout ce qui est clivant aujourd'hui, ça me met mal à l'aise, parce que je pense que, justement, c'est pas en disant aux gens, vous êtes des cons, vous n'avez rien compris, qu'on les fera bouger. Au contraire. Moi, je m'amuse parfois à lire les commentaires sur ces vidéos, tout le monde lui reproche son arrogance. Quoi. Oui, mais en plus, il a raison dommage sur parce plein que, de sujets. Quoi. Il dit des choses c'est dommage très aussi sensées, parce que quoi, moi, j'aime bien le côté provocateur. Parce qu'au moins, par la friction... Oui, mais il y a du contenu en plus chez Laurent Alexandre. Voilà, il y a du contenu et de nouvelles idées peuvent surgir. Voilà. Mais bref, pour en revenir à ça, donc si tu veux, et puis surtout, il faut oser. Quoi. Voilà. Faut être avec, il faut oser, mais il faut être capable de dire ça oui, ça non. Et puis... comprendre que, oui, c'est un changement culturel, tu vois. C'est que, par rapport à la prévention, s'il faut faire la génomique, non, moi, médecin, j'ai besoin de la génomique parce que je suis prêt à faire de la médecine préventive et voici ce dont j'ai besoin, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur un sujet hyper concret parce que tout à l'heure, on a surfé dessus, je voudrais terminer là-dessus, sur l'apport de la blockchain. On l'a évoqué, je reviens là-dessus volontairement parce que là on vient de parler des médecins et de ces nouvelles technologies qui vont nous permettre peut-être de transcender l'énorme difficulté, cette espèce d'aporie intellectuelle que tu évoques en parlant des gens du gouvernement qui se regardent et qui discutent en disant qu'est-ce qu'on va faire. On est RGPD, parano d'un côté et nécessairement progressiste de l'autre. Donc comment combiner les deux, c'est complexe. Et j'ai l'impression, alors pardon, je reviens volontairement sur le sujet parce que j'ai oublié de te faire rebondir là-dessus. J'ai l'impression que dans ton esprit, la blockchain, c'est peut-être ça qui va mettre tout le monde d'accord le temps qu'on sache l'aborder, qu'on la maîtrise, parce que c'est encore très neuf. Mais... Non, la blockchain permet de distribuer la confiance. Oui, et puis il ne faut pas oublier... ce qui nous ramène donc à ce sujet. Voilà, mais aussi il ne faut pas oublier que la blockchain, ce sont avant tout des systèmes transactionnels. Oui. C'est-à-dire que la blockchain, c'est pas j'ai mon ADN quelque part. La blockchain, c'est tous les événements de ma vie, tout ce que j'ai pris tel médicament, voici quelle a été la conséquence. Mais ça me permet donc d'en maîtriser la distribution sélective de cette information. On est d'accord? C'est ça que tu veux dire par la blockchain? Alors, je dirais surtout, la blockchain, ça permet d'éviter que tout soit centralisé quelque part. Que ce soit chez Google, dans l'État, ou etc. C'est-à-dire que premier bon point. J'ai plus confiance parce que ce système est décentralisé. Voilà. Maintenant, donc, sous-entendu, il y a moins de chances que ça tombe entre de mauvaises mains, parce que, soyons clairs, c'est ça qui fait peur aux gens. Oui, exactement. Okay. Mais le problème, c'est que, pour beaucoup de gens, et je les comprends, un système centralisé est quand même plus rassurant, tu vois.
tu vois, même si on ne le trouve pas, je rêve d'un système centralisé. Va donc expliquer aux gens que c'est un système distribué. Mais alors, en cas de problème, j'appelle qui? Non, tu n'appelles personne, tu n'as pas de système centralisé, quoi. Maintenant, ça a marché, tu vois. Je dis toujours la chose suivante quand je veux expliquer la blockchain. Moi, quand j'avais 15 ans, j'allais dans le monde entier. Puis quand je voulais appeler, j'étais au Mexique, je voulais appeler mes parents pour leur dire coucou. Il fallait payer très cher, il fallait passer par un opérateur. Ça durait, tu vois, c'était très très cher. On en disait le moins possible. Bon, aujourd'hui, bah, tu arrives, pof, le Wi-Fi dans le monde entier. Tu fais l'appel WhatsApp, machin. Et puis, ça coûte pas plus que ton abonnement. Voilà. Bon. Eh ben, en fait, ça va se déplacer dans le domaine transactionnel. Aujourd'hui, tu vas acheter un appartement, il faut un notaire. Aujourd'hui, tu envoies de l'argent à l'étranger. Pourquoi est-ce que ça met 2 jours pour envoyer de l'argent de France aux États-Unis? Parce que tu as des intermédiaires humains entre les deux. Je veux dire, l'électronique, ça te fait ça tout de suite, tu vois. Bon. Mais ça met 2 jours parce que tu as des intermédiaires humains. C'est pour ça que les banquiers s'intéressent à la blockchain. C'est que d'un seul coup, la confiance se gère de manière beaucoup plus efficace. On évite la fraude, hein, parce que c'est ça. Donc, demain, cette révolution de l'opérateur de télécom unique à un système où l'opérateur existe, mais il ne sait plus le tiers de confiance unique, tu auras exactement la même chose dans le domaine transactionnel. C'est-à-dire, c'est plus les banques, c'est plus les banques seront toujours là, mais tu n'auras plus besoin du banquier, tu n'auras plus besoin du notaire pour assurer. D'ailleurs, parmi les exemples intéressants de la blockchain, hein, tu as le Ghana qui a mis son cadastre sur une blockchain. Hein. Voilà. Tu as 3 pays, tu as la Géorgie aussi. Et donc, si tu veux, c'est surtout ça qui va se passer. Alors maintenant, dans le monde ramener par médical, exemple le génome. voilà. Exemple. La blockchain pour le génome lui-même, non, mais la blockchain pour toutes les interactions que je vais avoir après, c'est-à-dire je prends un médicament, j'ai une mesure de l'impact de ce médicament, peut-être on regardera mes modifications génomiques, hein, tu vois, parce que ça aussi c'est vachement intéressant. Tout ça, toutes ces interactions, tout mon historique, Voilà. là j'ai confiance ici dans une blockchain. Et là, on est bien d'accord que donc c'est alors j'allais dire l'internaute, non, le patient qui récupère en quelque sorte une forme de souveraineté sur sa donnée personnelle. Le patient va prendre la main, ça c'est sûr. Mais il va prendre la main, il y a un patient like me, hein, tu vois. Enfin maintenant, d'ailleurs c'est intéressant parce que beaucoup de ces forums de discussion qui sont nés dans les années 95, tu vois, 95-2000, Oui. hein, il y en a beaucoup qui ont évolué vers des business models plus intéressants. Et je sais que je crois que c'est patient like me, les patients comme moi, qui maintenant travaillent avec des chercheurs Oui, dans s'ils les sont capables hôpitaux. d'algorithmer. Parce que, puis surtout, ils ont des données, tu vois Voilà. ce que je veux dire, quoi. Et donc, C'est ça d'améliore. voilà. Mais c'est le Ok. patient qui garde le contrôle et la maîtrise de ces données, elles sont à moi, quoi. Tu vois ce que je veux Bon, dire? Elles Serge, sont pas- à quand le roadshow international? Serge, conférencier sur ces sujets, là, non, mais histoire de donner des dates peut-être à nos amis internautes, tu vas rester principalement à San Francisco ou tu vas revenir Là, pour un peu l'instant, en France? oui, je me focalise. Moi, dès que j'ai une conférence en France, si c'est compatible avec mon agenda, moi, je saute dans un Donc là, il n'y en avion a pas qui parce sont que planifiés à court non, terme? j'en ai pas encore de planifié à court terme, quoi. Ok, Là, donc c'est la start-up à San Francisco. Bon. Et je continue, bien sûr, de garder un œil sur tout ce qui Bon, alors, se chers déploie amis dans le numérique. internautes, hein, j'espère que cette interview vous aura nourri, comme moi. Moi, j'explique aux gens hein, que ce modeste studio, c'est comme un stylo. Je veux pouvoir tu vois, appuyer sur des boutons, recevoir un ami, ou et évidemment, alors quelqu'un de brillant. Alors, si c'est les deux, mélanger, c'est encore plus facile. Merci, Serge. Mais surtout, j'en profite toujours pour insister en conclusion, pour dire aux gens que tout ça, la Libye conversationnelle amenée par les contenus qu'on partage, c'est le point de départ, c'est le premier jalon vers une forme d'intelligence collective. Hein, c'est-à-dire que plus on diffuse, plus... Oh, attends, je suis en train de parler de la loi de Serge Soudoplatov, là, en fait. La connaissance est la seule chose que le partage Je grandit. préférerais, d'ailleurs je ne sais pas si Idriss m'entendra, mais je pourrais lui dire, hein, je préférerais plutôt l'algorithme de Soudoplatov que la loi de Soudoplatov. Parce que Ouais, la c'est loi, plus- c'est encore le ouais. truc imposé, quoi. Donc D'accord. l'algo-sudo. Pas mal, oui, oui. Le glissement sémantique est intéressant. Parce que Ouais, la loi, ouais. ça fait un petit peu Bah, ça fait le truc qui te tombe dessus, Ouais, quoi, oui. tu vois. Mais alors, une loi au sens scientifique, ça, oui, Voilà. je veux bien. Mais Non, et puis surtout, alors bon, l'algorithme et la loi ont ce point commun qui peuvent évoluer. qui est la blockchain, d'ailleurs. Ouais, voilà, mais c'est vrai que dans cette notion d'algorithme, donc il y a l'approche mathématique qui était très chère, qui est peut-être plus, Ah bah oui. Et plus d'ailleurs, compréhensible tout de suite. j'ai compris, si ça t'intéresse, le lien entre les tokens, les crypto-monnaies et la blockchain. Ah. Tu as marqué qu'ils sont liés, hein. Vas-y, explique-moi, parce que là, Ben, justement, ça revient à la loi ou l'algorithme de Soudoplatov. Hein. Mais tu as un problème avec l'argent. Parce que l'argent, c'est un bien immatériel, Ouais. mais tu veux pas qu'il se multiplie.
Tu vois, si tu multiplies l'argent, c'est la planche à billets, c'est pas terrible sur le plan bien sûr. économique. Donc, comment faire en sorte qu'un bien immatériel soit dans une économie de rareté? C'est en clair que ton argent ne soit pas duplicable. Ben, c'est la blockchain, Et voilà, c'est c'est ça. le Oui. token. Là, il y a Parce que la 21 blockchain millions de t'assure bitcoins et Voilà, on est et on certain le que ça doit. sait, on le sait, et puis personne ne peut en créer Voilà. parce que ça coûte On peut trop pas en créer cher. artificiellement. Ouais. Voilà, D'accord. exactement. Bon, donc tout ça fera partie donc du mot de conclusion. Alors, j'ai envie de dire aux camarades internautes qui me connaissent pas encore, vous savez que toutes les questions que vous posez dans le fil de commentaires, ça me sert de prétexte à rappeler les gens intelligents comme ça. Alors, surtout, vous avez le droit de m'engueuler. Il y a peut-être des questions que j'ai pas pensé à poser, ben, vous allez les faire. Et puis, Serge vous répondra. Mm. Merci Serge d'être venu. Écoute, Frédéric, merci à toi. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger. Génial. Tiens, check. Yes. À bientôt. Block check.